En Suisse, 40% de notre consommation électrique dépend du nucléaire. C'est beaucoup en comparaison internationale. Alors pourra-t-on un jour s'en passer en utilisant davantage le solaire ou l'éolien? Nous posons la question ce soir et vous êtes bien sûr à Infrarouge. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous le savez, depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, l'atome n'est plus vraiment populaire. Alors, que doit-on faire? Doit-on tout simplement fermer nos bonnes vieilles centrales, à commencer par celles de Mühleberg et de Betznau? N'y a-t-il pas un risque de pénurie, un risque aussi de voir les prix de l'électricité augmenter? Eh bien, c'est le débat que nous vous proposons ce soir à Infrarouge. Et on commence tout de suite avec la présentation de nos invités. Christian Vansinger, vers vaudois très discret, qui avec Fukushima se retrouve une seconde jeunesse. C'est toujours bon à prendre avant les élections. Car depuis tout jeune, sa chanson favorite est « Ouh le vilain atome, ouh le vilain atome ». Mais voilà qu'il n'est plus tout seul à chanter dans la cour de récré des parlementaires. Même les libéraux radicaux s'y sont mis, comme Martin Braunschweig-Graf. Et hop, un bon petit retournement de veste. Oui, le vert c'est pas mal comme couleur, mais on va la payer comment ? Alors, Christian Vansinger, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On commence ce débat avec vous. Vous représentez les Verts qui sont très offensifs depuis la catastrophe de Fukushima. Hier, c'était le Parti socialiste qui tenait conférence de presse. Aujourd'hui, c'est vous et vous demandez une sortie du nucléaire pour 2024. Est-ce que c'est raisonnable? C'est non seulement raisonnable, mais c'est indispensable. Qu'est-ce qui serait plus dangereux pour le pays? Est-ce que c'est maintenant renoncer progressivement au nucléaire, se tourner résolument vers les renouvelables, être plus efficace, moins gaspillé et courir moins de risques? C'est ce qu'il faut. Alors 2024, c'est tout de suite, hein, c'est dans 13 ans. Et ce n'est pas notre faute si on a pris tellement de retard. C'est le lobby nucléaire, c'est les électriciens, c'est certains partis au Parlement qui ont freiné des quatre fers. Vous pensez au Parti libéral radical ? Entre autres. Alors, Martin Braunschweig-Graf, bonsoir. Vous êtes membre du Parti libéral radical. Vous avez aussi longtemps représenté les milieux économiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les pointe un peu du doigt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas on s'est trompé, on a fait les mauvais choix dans ce pays? Non, je crois qu'on a fait des choix qui étaient des choix justifiés et raisonnés, même si on peut admettre que la situation actuelle est inquiétante. Et ce qui se passe au Japon doit nous faire réfléchir en ce qui concerne la sécurité, le principe de précaution et ce qu'on doit faire. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de rappeler que les 40% d'électricité que vous rappelez ici étant fournis par l'énergie nucléaire sont 40% d'électricité qui nous ont évité de la production de CO2, des centrales au charbon, comme certains les connaissaient, des centrales thermiques, comme certains les connaissaient, et qu'en Suisse, on a une répartition de la fourniture d'électricité qui, au fond, pour 40% nucléaire et pour 60% finalement des énergies renouvelables. Mais c'est magnifique parce que tout d'un coup, le Parti libéral radical veut limiter le CO2. Vous n'avez pas entendu de ma part autre chose que ce qu'on a déjà déclaré il y a 2 ans ou 3 ans, et quand on a fait notre choix de soutenir le fait de renouveler les centrales nucléaires, et quand nous l'avons dit parce que nous ne voulions pas de nouvelles centrales à gaz et que nous ne voulions pas de production supplémentaire de CO2 dans ce cadre-là. Vous acceptez des voitures qui consomment beaucoup d'essence, qui émettent beaucoup de CO2, ça vous l'acceptez. Et ne venez pas me dire ça à moi qui n'ai pas de voiture, cher monsieur Vansinger, je crois que c'est pas le sujet. Je parle au Parlement, madame, je parle au Parlement. Et puis surtout, ce qui est totalement faux, c'est que le nucléaire n'émet pas de CO2. Parce que les centrales elles-mêmes n'émettent pas de CO2, mais de la mine au dépôt, il y a énormément de CO2. Lorsqu'on extrait du minerai, ça fait du CO2 avec les machines, avec les centrales à charbon qui alimentent... On parle de retournement de veste de votre côté, Martin Braunschweig-Graf, de votre parti, en tout cas qui pour la première fois, et c'est nouveau, à la fois d'être pro-nucléaire comme si c'était une religion. Ce que je peux admettre, c'est que je défends l'idée que l'énergie Martin nucléaire est quand même votre parti, pour la première fois, a parlé ces derniers jours de possible sortie du nucléaire. Ça, c'est vraiment une première. Alors, est-ce que c'est un retournement de veste ou pas? Aujourd'hui, les Verts parlent, dénoncent de girouette. Non.
Volontiers, Non, moi, je volontiers. crois qu'il ne m'accuse pas d'être oliginoètre, il me accuse d'être pro-nucléaire. Donc, c'est votre présentation qui apparemment est un peu différente. Moi, j'assume tout ce que vous voulez. Ce que mon parti a dit, il l'a dit. La chose suivante, il a dit qu'il était nécessaire d'examiner tous les scénarios, et y compris la sortie du nucléaire, et ce que cela consistait. Et ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Parce que le fait d'avoir choisi le nucléaire à un moment donné, il y avait, comme je l'ai dit, de bonnes raisons à cela. Et si on veut abandonner le nucléaire aujourd'hui, il faut aussi dire aux gens ce que ça veut dire. Et vous remarquerez aujourd'hui que les Verts sont pour sortir en 2024. Hein. Mais hier, les socialistes étaient en 2025. Et moi, j'attends le parti suivant qui nous annoncera 2023, parce que d'ici les élections, à mon avis, on arrive à 2015 si on se force un peu. Alors quand même, il y a une chose qui est sûre, ça c'est un fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est qu'en Suisse, on dépend beaucoup du nucléaire en comparaison internationale. Je vous propose de découvrir ce graphique où l'on voit qu'effectivement, donc, il y a 40% de notre consommation électrique qui dépend du nucléaire en Suisse. C'est moins que la France, mais c'est plus que le Japon et l'Allemagne. Alors peut-être j'ai envie de vous passer la parole à vous, Isabelle Chevalet, vous qui êtes députée au Grand Conseil vaudois de ce nouveau parti, les Verts libéraux, en tout cas en Suisse romande. Ça, c'est un choix qui a été fait par le pays, mais c'est aussi un choix qui a été fait par la population. La population suisse, plus d'une fois, a dit oui au nucléaire. C'est vrai que c'est, pour certains en tout cas, une énergie propre qui ne fait pas de CO2. Alors, le qui ne fait pas de CO2, je crois que franchement, il faut arrêter de D'accord, mais sur ce choix de 40%, sur le choix des Suisses... Le choix des Suisses, à quelque part, il y a un lobby qui est en place, qui fait de la bonne communication. Je dois reconnaître qu'il fait du bon travail. Les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes d'un côté que de l'autre. Donc, on peut estimer que la population est dans un stade comme ça, puis il y en a un qui a un micro et pas l'autre. Donc, c'est aussi une question de communication. Et puis ensuite, la population, elle a quand même émis un moratoire en 1990. On a quand même eu La population est quand même très critique. Et puis ensuite, alors, ce qu'on a vécu en 2003 sur l'initiative Sortir du nucléaire, c'est que 17% des gens, selon une étude Vox, s'étaient trompés de vote. Ils avaient voté non au nucléaire. Et nous qui étions dans la rue, on le vivait. Les gens disaient « j'ai voté comme vous, j'ai voté non au nucléaire ». Et ils se sont trompés. Et c'était 17% des gens. Donc on devait gagner le moratoire. C'est toujours très difficile de faire dire aux gens « oui » pour dire non au nucléaire. Donc aujourd'hui, comme les Verts, vous dites, madame, il faut fermer les centrales dans ce pays, les plus vieilles centrales, notamment Mühleberg et Betznau. C'est ça ce que vous dites? Mühleberg, qui est moins vieille que Betznau, est plus dangereuse parce qu'elle a des fissures. Donc celle-là, honnêtement, si demain il y a un problème, on sait tous ici qu'elle a des fissures, on sera tous co-responsables de ce qui va arriver. Donc il est de la responsabilité des politiques que l'on représente de demander sa fermeture. Pour ce qui est des autres centrales, moi je suis quelqu'un de modéré, il faut qu'on négocie leur durée de vie. Les ingénieurs donnaient 30 à 40 ans de durée de vie. Je suis prête à négocier sur les 40 ans et puis de regarder. Mais pour ce qui est des nouvelles centrales nucléaires, je n'entre pas en matière. 2024, c'est 40 ans. Hein. Par rapport à quand? Par rapport à l'entrée on est en 2011, donc. Non, 40 ans de fonctionnement. Hein. Oui, Madame Chevalet, 40 ans de fonctionnement. Si vous permettez, Mühleberg doit... Pierre Vanek, peut-être que je vous présente, porte-parole de Contratome. Vous manifestiez encore samedi contre le nucléaire. Je manifestais encore samedi. Alors d'abord, un mot sur le 40% et les Suisses qui, etc. Rappelons quand même qu'à Genève, nous avons une alimentation à 100% sans nucléaire et des dispositions constitutionnelles qui ont été approuvées par le peuple dans l'article 160 de la Constitution genevoise, que d'aucuns, malheureusement, cherchent à remettre en cause. Et donc, nous avons un certain nombre de mesures qui ont été prises de manière responsable par rapport à cette perspective de la sortie du nucléaire. Vous dites pas de nucléaire à Genève, c'est ça? Il n'y a pas de nucléaire à Genève? Il n'y a pas de nucléaire à Genève, on a évité la centrale à Verbois, mais il y a aussi des contrats d'approvisionnement qui sont sans nucléaire pour le 100% d'électricité genevoise. Mais quand même, sur le fond, il faut maintenant prendre acte, à mon avis, de cette catastrophe. Pas discuter comme si elle ne s'était pas passée. Il faut quand même rappeler que les choses sont de plus en plus graves chaque jour à Fukushima et qu'aujourd'hui on parle de probables fuites radioactives à travers les enceintes de confinement. Et dire que le nucléaire, c'est fini. Moi, je veux qu'on ferme Mühleberg et Betznau de suite. Je suis prêt à courir le risque qu'on doive réduire sa consommation d'électricité. Je suis prêt à courir le risque de quelques blackouts. Je suis prêt à courir le risque de ne pas pouvoir repasser ma chemise ou de laver ma lessive un peu plus froidement. Je suis prêt à courir ce genre de risque-là pour ma famille et pour mes enfants. Je ne suis pas prêt à courir le risque d'une zone d'exclusion centrée autour de Mühleberg de 30, 40 ou 50 km. Je ne suis pas prêt à courir ce risque-là pour la population de ce pays et pour les gens qui me sont chers. Martin von Schweiggraff, quand même réagissez
à cette situation au Japon qui inquiète? Est-ce que quand on voit cette situation, madame, vous ne vous dites pas on doit sortir du nucléaire? Mais il ne s'agit pas de dire on doit... Le nucléaire, ce n'est pas une religion. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, et le parti que je représente ici l'a dit très clairement, il est accusé de tourner sa veste quand il dit il est nécessaire d'examiner tous les scénarios et les conséquences de ce que veut dire sortir du nucléaire. Alors là, tout à coup, on tourne notre veste. Puis quand on défend quand même l'idée qu'on n'a pas pour rien pris l'énergie nucléaire et que ça signifie un certain nombre de conséquences que de s'en passer, je crois qu'on n'est pas des traîtres de le dire ainsi. Moi, j'aimerais... Vous posiez la question tout à l'heure de certains pays. Alors, puisqu'on est encore dans les considérations générales et avant de parler du détail, je pense que ça vaudrait la peine de prendre aussi l'exemple de ce que signifient les pays qui n'ont pas de nucléaire et comment ils s'approvisionnent en énergie. Alors, c'est clair qu'on prend l'exemple de l'Autriche. L'Autriche a une situation en termes de topologie, si on peut dire, qui, du point de vue de l'eau et de l'énergie hydraulique, a des possibilités importantes et elle a des possibilités majoritaires en énergie hydraulique. Mais le reste, c'est quoi ? Le reste, c'est des centrales thermiques. Et le reste encore, c'est quoi? À part une infime partie d'énergie renouvelable dite nouvelle, c'est l'importation d'énergie. Et l'importation d'énergie que fait l'Autriche, comme d'ailleurs d'autres pays qui importent, y compris le nôtre en ce qui concerne l'énergie nucléaire, mais c'est d'importer d'autres pays qui, eux, ont des centrales et qui ne sont pas nécessairement des centrales ni sûres en ce qui concerne l'énergie nucléaire, ni en tout cas propres en ce qui concerne les énergies au charbon et les énergies au gaz. Alors c'est intéressant cet exemple de faire les malins puis dire qu'on peut se passer totalement du nucléaire et que ça coûte rien à la population, mais il faut rappeler au fond de quoi s'approvisionne. On voit par le discours de Mme Brunschildgraf qu'elle est restée profondément pro-nucléaire. Et en fait, c'est vrai que moi j'accuse, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Alors, et sur l'exemple de l'Autriche, quand même, c'est intéressant. Sur l'exemple de l'Autriche, c'est vrai qu'ils ne sont pas sortis de toute importation, mais ils augmentent la part des renouvelables. Il y a d'autres pays, par exemple l'Espagne. Elle avait 0% d'éolien il y a 10 ans. Maintenant, c'est 16% de l'électricité d'origine éolienne et elle exporte même de l'électricité vers la France, qui est le champion du nucléaire. En Allemagne aussi, bien sûr, au début, l'Allemagne faisait beaucoup de charbon. Maintenant, il y a toujours plus de renouvelables. Ce qu'il faut voir, c'est que chez nous, on a freiné le développement des renouvelables. La Suisse était pionnière, était bien devant l'Autriche, bien devant l'Allemagne. Maintenant, les panneaux solaires, par exemple. Alors, on va revenir aux alternatives. C'est juste pour dire que les autres pays progressent, la Suisse pas. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Vanek, moi je peux vivre avec un risque de pénurie, je peux vivre avec un blackout. Peut-être j'aimerais vous passer la parole, Jean-François Dupont. Vous n'êtes pas un politicien, mais vous êtes scientifique, physicien, membre de la Fédération romande pour l'énergie. Alors vous m'avez dit en préparant cette émission, si on ferme les centrales, c'est vrai qu'il y a un risque de pénurie. Est-ce qu'il est réel, ce risque de pénurie, quand on entend les Verts demander une fermeture des centrales en 2024 ? Il y a un risque de pénurie. Il y a aussi des possibilités faciles et rapides de sortir du nucléaire, c'est de passer au gaz. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose suite à tout ce qui vient d'être dit maintenant. On a l'impression que la question centrale, c'est d'être pour ou contre le nucléaire. Ce n'est pas la question centrale. La question centrale, vous me laissez terminer, j'ai vraiment un point important là, de professionnel. La question centrale, c'est la sécurité nucléaire. Fukushima pose un problème de sécurité nucléaire. Alors, il y a deux attitudes extrêmes à l'égard du nucléaire qui sont, d'après moi, des extrêmes un peu exagérés et ridicules. C'est d'être pour inconditionnellement ou d'être contre inconditionnellement. En fait, l'attitude raisonnable, c'est oui mais ou non mais, et l'essentiel, c'est le mais. Et le mais, c'est quoi? C'est des normes de sécurité. Et c'est le respect de ces normes. Est-ce qu'elles sont suffisantes en Suisse, Monsieur Dupont? Est-ce qu'elles sont suffisantes, ces normes de sécurité? Quand on voit qu'au Japon, elles ne sont pas suffisantes. J'affirme que jusqu'à aujourd'hui, elles étaient suffisantes. Que, comme a dit Mme Brunschildgraf, et suite à la décision de Mme Leuthard, qui est tout à fait raisonnable, il faut réexaminer cette question. Mais l'analyse avant le jugement. Alors, vous n'avez jamais analysé. Vous avez toujours eu une position anti-inconditionnelle. Et surtout, ce que je vous reproche, c'est que vous ne la voulez pas, la sécurité. Vous ne l'avez jamais demandé. Regardez les propositions politiques. Excusez-moi, ce que ces personnes
nos amis antinucléaires veulent, les militants, c'est la disparition du nucléaire. Donc le vrai débat, c'est est-ce qu'on veut la sécurité du nucléaire pour profiter de ses bienfaits ou est-ce qu'on veut sa disparition inconditionnelle? Monsieur Dupont, ça, c'est pas le problème. Le problème, est-ce qu'un pays comme la Suisse, petit comme la Suisse, peut courir le risque d'un accident nucléaire majeur? Et ma réponse est non. Clairement non. Vous êtes prêt à faire courir ce risque? Non. Parce qu'on ne peut jamais tout prévoir. Voilà, et même si le risque est très petit, les conséquences sont telles qu'elles sont insupportables pour la Suisse. Nous n'avons pas d'accident. Vous savez, nous n'avons pas d'océan à côté. Au Japon, au début, la plus grande partie de la radioactivité est partie vers la mer. En Suisse, 2 jours sur 3, ça serait vers les villes suisses allemandes. 1 jour sur 3, avec la bise, ça partirait en Suisse romande. C'est ça que vous voulez? Je ne pense pas non plus. Oui, et puis, je veux juste corriger encore une chose. Parce que aussi bien M. Vanek, malheureusement, que M. Dupont disent « Oui, on est prêt à affronter la pénurie ». Mais non. Actuellement, c'est pas que je ne suis pas prêt à l'affronter, c'est qu'il y a des mesures simples, autres que le gaz, pour ne pas tomber dans la pénurie. On en parlera, je pense, tout à l'heure. On va revenir sur les mesures. Juste sur ce point, 2 choses. Brièvement, 3 choses brièvement, très parce que brièvement. 1, l'attitude religieuse et dogmatique, elle est en face. C'est évident, et ça c'est tout à fait scientifique, que pour avoir un risque nucléaire zéro, il faut avoir un nucléaire zéro. C'est tout simple. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer ce fait, Votre refus est se donner de base. Se donner de base. Non, c'est pas très facile quand vous m'interrompez. Ensuite, j'ai comparé le risque de type de catastrophe comme Tchernobyl ou Fukushima, et je dis que je préfère le risque d'un approvisionnement un peu moins sécure en électricité pour mes enfants, pour moi. C'est un choix démocratique. J'ai parlé avec beaucoup de gens dans la rue ces derniers temps. Choix démocratique, sauf que les Suisses, pour l'instant, ont toujours accepté le nucléaire. Oui, mais... Je vous ai bien compris. Mais maintenant, Pierre Vanek, face à vous, il y a des mesures alternatives. Il y a un producteur d'énergie nucléaire. Je vous repasserai la parole après. J'aimerais bien élargir le cercle, monsieur, si vous me permettez. Les téléspectateurs ne vont pas être contents. J'ai à nouveau coupé la parole. C'est ce qu'ils vont m'écrire demain. Je suis vraiment désolée. Mais quand même, Mauro Salvadori, j'aimerais profiter de votre présence ici sur ce plateau. Vous représentez Alpiq ce soir. Vous êtes le responsable des affaires publiques d'Alpiq. Alpiq, c'est le 2e fournisseur d'électricité dans ce pays. Merci d'être là, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas très populaire. Vous qui exploitez notamment la centrale de Gösgen, vous avez aussi une très grosse participation dans celle de Leibstadt. Alors, qu'est-ce que vous répondez, dans le fond ouvert, aux socialistes qui veulent fermer nos bonnes vieilles centrales ? Et moi, je réponds que la décision de suspendre les procédures d'autorisation, de demande d'autorisation des nouvelles centrales est une très bonne chose. C'était la décision de Doris Leuthard, vous qui vouliez construire de nouvelles centrales. Tout à fait, mais je pense que vu les circonstances au Japon, c'était une décision qui s'imposait. C'est un peu de la langue de bois, non, ça? Parce que ça vous a, j'imagine, fait perdre quelques millions, non? C'est certainement, mais n'empêche qu'on ne peut pas rester indifférent à une situation telle que celle qui s'est produite au Japon. Et cette suspension nous donne justement le temps nécessaire, d'une part pour analyser ce qui s'est réellement passé au Japon, pour en tirer les leçons, pour déterminer qu'est-ce qu'on doit faire en Suisse pour encore améliorer la sécurité de nos centrales nucléaires et puis mettre en œuvre les mesures nécessaires à encore améliorer cette sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui elles sont sûres, vos centrales? Écoutez, aujourd'hui il y a l'autorité de surveillance, donc l'IFSN, qui le dira. Il y a une mesure urgente qui a été prise, il y a un contrôle qui est en train de se faire sur 4 points, sur les 5 réacteurs en Suisse. Le premier point, c'est évidemment la sécurité en cas de séisme et en cas d'inondation. Le deuxième, c'est qu'en est-il de l'approvisionnement en eau froide de ces fameux bassins où l'on stocke le combustible usagé. La troisième, c'est la redondance des systèmes de refroidissement d'urgence, dont on voit bien au Japon qu'ils ont fait défaut. Et puis enfin, le quatrième, c'est y a-t-il un entrepôt qui lui-même résiste aussi au séisme et aux inondations, dans lequel on peut stocker le matériel de secours, comme des pompes, comme des générateurs, J'entends bien tout ça, M. Salvadori, mais quand
quand même la possibilité qui vous était offerte, qui vous a d'ailleurs été accordée, puis suspendue par Doris Leuthard, de construire de nouvelles centrales, j'imagine que c'était une aubaine pour vous. Il n'y avait plus eu de nouvelles centrales dans ce pays depuis 1986, notamment depuis évidemment Tchernobyl. S'il n'y avait pas eu Fukushima, c'est un formidable marché, non ? Ça, il faut quand même l'admettre, que c'est un formidable marché, le nucléaire. Écoutez, nous, en tant que producteurs, on peut tout faire. On peut faire du nucléaire s'il y a une décision politique Vous faites aussi beaucoup en faveur du d'hydraulique. nucléaire. On peut faire du gaz. S'il y a une décision politique en faveur du gaz, on peut faire du renouvelable. Et d'ailleurs, on le fait. J'entends chez Alpiq, on a un mix qui est absolument diversifié et on utilise tous les modes de production d'électricité. Isabelle Chevalet ? Oui, sur la sécurité, je crois qu'il y a quelqu'un qu'on peut citer ce soir, c'est M. Pelli. M. Pelli, il a dit quelque chose de très intéressant au téléjournal. Il a dit « Nous ne pensions jamais qu'une centrale nucléaire ne pouvait plus être sous contrôle ». Et je crois que le nucléaire, c'est vraiment quelque chose, c'est un jouet trop gros pour l'humain. On travaille avec de telles énergies qu'on ne peut pas maîtriser. Alors on peut mettre des systèmes redondants. À Forsmark, en Suède, il n'y avait ni séisme, ni tsunami. On a quand même passé à 2 doigts de l'énorme catastrophe. On était en Suède, on n'était pas dans des pays en voie de développement, etc. On voit que quand il y a un problème dans le nucléaire, ça n'est un problème énorme. Et personnellement, jamais je pensais vivre quelque chose comme Fukushima. Et j'en suis restée pendant 3-4 jours, mais sous le choc. Et je crois qu'il faut comprendre, on donne une Ferrari à un enfant de 10 ans. Et ça ne va pas. Alors, j'aimerais aussi passer la parole au représentant de l'économie, Guy-Philippe Bollet. Vous représentez les milieux économiques, je le disais, directeur adjoint de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Est-ce que pour l'économie, c'est important, le nucléaire ? C'est vrai que c'est une énergie qui est relativement bon marché. Alors pour l'économie, ce qui est important, c'est l'approvisionnement en électricité. Et vous l'avez dit, c'est 40% de la production, mais il y a un deuxième chiffre qui est extrêmement important, c'est que 60% de la consommation, elle est destinée à l'industrie et aux services. Et c'est ces domaines-là qui seront extrêmement touchés si cette production baisse immédiatement. Et quand j'écoute M. Vanek qui nous dit qu'il va repasser sa chemise qu'une fois sur 3, c'est pas là le problème. C'est pas du côté des ménages qu'est le problème. Mais c'est du côté de l'emploi. L'électricité, c'est Vanek. l'emploi. Si on diminue la production, c'est sûr qu'il faudra diminuer la production dans ce pays, la production industrielle. L'industrie a eu l'habitude d'économiser ses coûts très régulièrement, donc elle a fait le nécessaire, elle a fait un gros effort. On a la plus faible intensité énergétique par unité de PIB dans notre pays, et il faut continuer dans ce sens. Et l'économie soutient tout à fait tous les efforts. Donc vous dites qu'on ne peut pas se passer de nucléaire, on ne peut pas se passer de nucléaire, M. Bollet. C'est trop tôt pour dire qu'on peut se passer de nucléaire. C'est un fait, c'est 40%. Si on arrête la production, c'est 40% qui s'arrêtent. Et aujourd'hui, j'ai encore jamais entendu de proposition, à part le gaz, pour remplacer ces 40% d'énergie. Alors, je vais donner quelques propositions qui sont tout à fait réalistes. Vous savez qu'en hiver, parce que c'est surtout en hiver qu'on risque de manquer d'électricité, il y a une grande partie qui est utilisée pour le chauffage électrique. La production de 4 fois la centrale de Mühleberg est utilisée pour les 150 000 foyers, 160 000 qui sont chauffés à l'électricité. Il suffit de remplacer ces chauffages électriques par des pompes à chaleur ou des pellets et on peut arrêter les 3 plus vieilles centrales nucléaires, Mühleberg, Besnauer et Besnau 2. Bien sûr, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais c'est une mesure concrète. D'autres mesures. Alors, sur cette mesure très concrète, on va laisser répondre Martine Brunswick-Graff. Oui, écoutez... Non, je crois qu'il faut le continuer à ce qu'il explique les autres mesures, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir au-delà de ça comment il fait. Très bien. Parce que... Alors, non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est dommage qu'on n'entende pas. C'est une mesure concrète, personne ne le conteste, et même les jours de grand froid, la production des 5 centrales nucléaires suffit à peine à répondre aux besoins du chauffage électrique. D'ailleurs, les Français sont les puissances. Donc vous dites remplacer les chauffages électriques. Donc on va analyser toutes ces alternatives. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Au début, il faut donner des incitations, il faut aider les gens qui ont fait cette erreur parce qu'ils ne sont pas contents. Alors remplacer les chauffages électriques, là-dessus, vous pouvez quand même répondre, Martine Brunswick-Graff. Je ne vais pas répondre sur le chauffage électrique plutôt qu'autre chose. Je pense qu'on peut remplacer le chauffage électrique comme d'autres choses. Comme le rappelle M. Van Singer, ça prend du temps, ça coûte aussi, et c'est un certain choix. Non, ça ne coûte pas, ça rapporte aux gens qui le font. Parce qu'ensuite, ils font de grandes économies. Écoutez... Mais oui, c'est comme les ampoules. C'est comme les ampoules. Je suis pour toutes les mesures
je vais le dire, parce que j'essaye de pratiquer ça aussi dans ma vie, même si je suis libérale radicale, ça ne m'empêche pas d'essayer d'être à peu près cohérente dans ce que je peux faire. Je suis pour toutes les mesures qu'on peut avoir pour utiliser rationnellement les sources d'énergie, quelles qu'elles soient. Je pense que c'est très important qu'on doit le faire. Mais maintenant, par exemple, je pense comme énergie à ces projets. Au Parlement, vous vous y opposez. En tout cas, jusqu'à présent, votre parti et l'UDC se sont opposés à ce type de projet. J'espère que ça va changer. Nous nous opposons à l'arrosage des subventions, ça c'est sûr et certain. C'est une vision du monde qui n'est pas la mienne. Je pense que celle de l'incitation est un élément important. Et je donne un exemple qui n'est pas lié strictement à l'électricité, mais qui a des effets. Quand on a des discussions au Parlement sur le centime climatique, c'est-à-dire la volonté des entreprises, de faire par elles-mêmes un effort par rapport au CO2, à la réduction du CO2, mais c'est un effort volontaire et qu'on voit que les objectifs sont plus qu'atteints, ils sont même dépassés d'un tiers et qu'aujourd'hui on adopte une loi au Parlement qui va exactement à l'inverse de toute cette affaire, simplement parce qu'on n'aime pas la philosophie qui consiste plutôt à encourager qu'à punir. Et moi je dis ça, c'est pas la bonne méthode pour encourager les Suisses. En tout cas, que vous sachiez pas la bonne méthode. J'aimerais bien faire rentrer, puis après Monsieur Wanzinger, j'aimerais bien faire rentrer sur ce plateau un autre invité, un philosophe qui est aussi avec nous ce soir, Dominique Bourg. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, je le disais, vous êtes un amoureux de l'environnement. Vous travaillez notamment pour la Fondation Hulot et vous êtes professeur à l'Université de Lausanne. Alors votre solution, c'est quoi? Vous me disiez, il y a une solution très simple, c'est tout simplement diminuer notre consommation d'électricité. Alors, je ne pense pas que ce soit très simple, mais je voudrais revenir. J'ai une première chose. Je pense qu'on ne peut pas reprocher aux gens de changer d'avis après un accident. L'histoire des accidents, l'histoire de l'industrie, c'est ça. On a un accident, on revoit un certain nombre de choses, on essaie d'améliorer des processus de sécurité ou on s'interroge sur la possibilité de ces processus. Donc ça, c'est normal. C'était le cas après Freeman Island en 70, en 79. C'était le cas après Tchernobyl en 86. C'est le cas évidemment maintenant après Fukushima. Ça, c'est tout à fait normal. C'est la première chose. Vous aussi, vous avez changé d'avis par rapport au nucléaire? Oui, tout à fait. Pour moi, si vous voulez, je suis en train de changer d'avis. C'est un processus un peu lent, mais effectivement, j'avais vu dans le nucléaire quelque chose qui nous permettrait de décarboner plus rapidement notre énergie. Et maintenant, franchement, ça veut dire moins de CO2 dans l'air, c'est ça ce que vous dites? Je ne peux plus soutenir cette position comme je le faisais auparavant. Et je reviens à de vieilles interrogations, par exemple celle d'un Bertrand Jouvenel sur le nucléaire, la relation à la puissance, etc. Mais c'est autre chose. Je voudrais revenir sur un autre aspect. À mon avis, ce n'est pas un problème qu'on peut prendre de manière isolée. Effectivement, soit on considère qu'on reste un modèle économique constant, et puis là, finalement, on va substituer du gaz, etc. Mais on va nourrir un autre problème, qui est le problème des émissions de gaz à effet de serre, qui est alors franchement un danger pour l'humanité, qui est extrêmement important. Bon, et qu'on ne peut absolument pas négliger. Et c'est vrai, quand on voit, par exemple, un pays comme l'Allemagne, ou même un pays comme le Danemark, qui ont beaucoup développé le renouvelable, ils continuent à avoir un bilan en termes de CO2 qui n'est pas un bilan génial. Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, en termes d'éolien, par exemple, on a une production intermittente. Il suffit que vous ayez, 6000 mégawatts sur le front de la mer du Nord, le vent passe à 90 km/h, on stoppe tout, et dans ces cas-là, on fait repartir de vieilles centrales thermiques. Donc il y a des progrès à faire de ce côté-là, c'est très important. Maintenant, pour moi, la sortie du nucléaire est raisonnable si on se place dans une optique qui va largement au-delà de la question de l'énergie, qui prend le problème environnemental dans sa globalité et qui voit qu'on est quand même dans un modèle qui arrive à bout de souffle. Un modèle qui prétend qu'on va pouvoir produire toujours plus d'énergie, produire toujours plus d'objets matériels, etc. C'est complètement absurde. On a un horizon de visibilité d'à peine 10 ans pour la plupart des métaux précieux ou semi-précieux. Donc, soit on prend le problème dans sa globalité, et alors effectivement, la question de la sortie du nucléaire prend un sens. Parce qu'à partir de ce moment-là, on l'a... Ça veut dire qu'il faut changer de modèle? C'est ça ce que vous dites, M. Bourg? Et plus tard, il faut changer de modèle, il faut produire moins, il faut consommer moins. Et plus ça sera douloureux. Ça me semble assez évident. Martine Bonsuy-Graf. Le mot du gaspillage, je crois que là, on peut tous entrer en vigueur. Mais on a regardé le téléjournal tout à l'heure. Au téléjournal tout à l'heure... C'est très bien. Si c'était celui de la télévision suisse romande. C'était celui de la télévision suisse romande. Nous avons donc suivi les événements qui concernent le Japon. Mais il y avait aussi une information qui concernait la Suisse, et c'était l'évolution de la population. Et on a vu qu'on parle toujours des mêmes dates, en l'occurrence c'était 2035, et on a vu une augmentation moyenne de 12,5% de la population suisse comme étant une prévision par rapport à ça.
Et je veux dire, ça nous pose un certain nombre de questions dans notre discussion. Parce que dans le même temps, on fait aussi des efforts dans un domaine que moi je trouve par ailleurs très bien, c'est le domaine des voitures hybrides, voire des voitures électriques, etc. Enfin, de toute possibilité d'arriver à des consommations beaucoup plus raisonnables. Mais avec des conséquences aussi par rapport à nos comportements. Aujourd'hui, on voit qu'on a un développement, c'est vrai, qui est très important en matière des services, en matière d'électronique et autres. Alors, je suis pour l'économie qui consiste à déclencher tout ce qui est en stand-by et tout, mais si c'est d'un autre côté, on doit aussi dire aux gens qu'acheter un certain nombre d'appareils, ça a des conséquences et qu'aujourd'hui, notre société, c'est vrai, elle est construite aussi par rapport à cette consommation. Alors moi, je suis, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans une religion, mais je pense que le jour où on fait un débat, où j'entends vraiment comme vous la même chose, c'est de dire à un moment donné, il faut mettre tous les paramètres. Et un dont on ne parle pas, c'est qu'on n'est pas une île. Aujourd'hui, on veut se protéger de nos centrales à nous en disant qu'elles doivent être plus sûres. Moi, c'est un truc que je peux défendre aujourd'hui, que toute la démarche de sécurité, je l'ai toujours défendue et je la défendrai toujours. Mais on n'est pas tout seul et dans les pays qui nous entourent, on fabrique aussi de l'énergie et nous, on a l'hypocrisie d'ailleurs de l'importer d'ailleurs en disant qu'on ne la veut pas. Mais vous en faites pas, madame. En Allemagne aussi, ils vont prendre des mesures, ils vont aussi sortir du nucléaire. Mais sur tout la à l'heure, consommation, sur la baisse, écoutez, il y a Monsieur des chiffres. Vansinger. Tout à l'heure, j'ai parlé du chauffage électrique. Ouais. Mais si on prend tout ce qu'on peut faire, que ce soit remplacer les lampes normales, les ampoules par des LED, que ce soit des frigos qui consomment moins, que ce soit dans l'industrie des moteurs qui consomment moins, le potentiel tout à fait économiquement intéressant, c'est 19% de l'électricité. 19%. Non, excusez-moi, c'est pas 19%, c'est 19 térawattheures. 19 térawattheures. C'est-à-dire c'est 30%, on dit 30%, Monsieur Vansinger. C'est 30%, 19 térawattheures et le nucléaire, excusez-moi, c'est pas exagéré, et le nucléaire, c'est 24 térawattheures de production. Vous dites qu'on pourrait économiser un tiers de notre consommation électrique. Un tiers de notre consommation. Monsieur Salvadori. Moi, j'aimerais rappeler déjà un élément qui a été dit ici, c'est que l'industrie, les entreprises, les services consomment 60% de l'électricité en Suisse. Et on parle toujours, quand on parle d'efficacité énergétique ou de mesures d'économie d'énergie, du chalet qui est chauffé à l'électrique. On va laisser répondre Monsieur Salvadori. J'entends le potentiel le plus important, il est dans les entreprises. Pour économiser de l'électricité, effectivement, avec les moteurs, avec les ascenseurs, avec les processus de fabrication. Mais maintenant, il faut aussi mettre en place un modèle qui incite ces entreprises à faire ces économies. Concrètement, ça veut dire quoi? Plus d'incitation fiscale, plus de subventions? Ça veut dire incitation fiscale, ça veut dire mise en place d'un système bonus-malus, que sais-je, mais mise en place politiquement de conditions cadres qui permettent aux entreprises de réaliser ces économies d'énergie et de mettre en place ces programmes d'efficacité énergétique. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en Californie, aux États-Unis, il y a un État comme la Californie qui a mis en place, il y a une dizaine d'années, ce type de politique. Et alors que dans les autres États, européens, américains, la consommation continue à augmenter, elle s'est stabilisée en Californie. C'est donc un État en faillite, comme vous savez. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il y avait un excellent l'économie acteur, qui marche pas bien, un excellent acteur de votre proche, de vos milieux, qui a gouverné cet État. Donc, non, le pauvre est arrivé dans la situation était déjà assez écoutez, lamentable. On va pas faire le débat de la Californie. On va pas faire la politique américaine. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut faire des économies. Alors, des économies, on a bien compris, vous dites un tiers du côté de M. Salvadori, il dit que c'est un petit peu trop, on va voir du côté de M. Dupont. Quand on parle d'économie, c'est pas se serrer la ceinture, c'est avoir des processus et des appareils plus efficaces. Moi, je crois que ce qui est vraiment dommage, c'est d'opposer toutes ces solutions les unes contre les autres. En tous les cas, la position dans la production d'électricité, c'est l'addition de toutes les solutions. Les économies en font partie. On a bien compris, mais on va les décortiquer un petit peu pour voir concrètement comment ça se passe. Et le nucléaire en fait partie. Mais il y a un sous-entendu qui n'est pas explicite, mais qui est permanent à notre discussion maintenant. C'est l'histoire, en somme, que le nucléaire serait un mal nécessaire. Là, j'aimerais quand même préciser qu'il n'est pas question de faire du nucléaire avec des risques non contrôlés, simplement parce que ce serait nécessaire. En fait, on fait du nucléaire parce qu'il a des avantages. Et ces avantages sont considérables, notamment en termes de finitude de la planète. C'est l'abondance
et c'est le très faible impact sur l'environnement. C'est le meilleur bilan écologique avec la grande hydraulique. Vous pouvez nier les études du PSI, mais il en faudra un peu plus pour montrer que le PSI se trompe. C'est un institut annexe des écoles polytechniques fédérales. Oui, ça vous déplaît beaucoup, mais... Nucléaire au départ. Le PSI est pro-nucléaire au Je ne sais pas départ. ce que c'est le PSI, excusez-moi. C'est l'Institut Paul Scherrer de l'Université des écoles polytechniques. C'est des chercheurs qui ne jurent que par ça. Alors c'est évident que si vous leur demandez de faire un bilan, ils vont vous dire que le nucléaire n'émet pas de carbone, ils vont vous dire que le nucléaire est sûr, ils vont vous dire toutes sortes de choses du genre. Alors ça ne sert à rien de leur demander leur avis. Et il y a un autre point, je reviens à la question de la sécurité, parce que c'est quand même le cœur du débat. Ouais. Mais si chaque fois qu'on a eu des technologies, chaque fois qu'on a eu des technologies dangereuses, sur les baisses on avait de interdit consommation, les technologies dangereuses. J'aimerais simplement dire qu'on n'aurait pas de route, on n'aurait pas de pont, on n'aurait pas de médecine, on n'aurait pas d'hôpitaux. Bref, on n'aurait pas de civilisation. Donc il y a un choix important et qui, je crois, a une composante philosophique. Excusez-moi, monsieur le philosophe, je ne suis qu'ingénieur. Mais comme ingénieur, je vois deux attitudes qui sont philosophiques, je crois. L'une, c'est rechercher la maîtrise du risque et l'autre, c'est fuir le risque. Et ça, je crois qu'il y a une noblesse aussi dans l'attitude de l'homme qui essaye de maîtriser le risque. Il est évident, monsieur Dupont, mais nos téléspectateurs le savent bien, qu'à la veille de la catastrophe de Fukushima, vos homologues japonais disaient exactement la même chose que vous. Parlaient de maîtrise du risque, parlaient des avantages du nucléaire. C'est un discours qui est normalisé à l'échelle de la planète. C'est pas fini. Et il le disait à la veille de la catastrophe. Et la catastrophe a eu lieu. Elle a démontré, parce que c'est ça une attitude scientifique, elle a démontré, on affirme des choses, et puis on voit ce qui se passe, et on en tire les conséquences. Elle a démontré que ce discours-là était inacceptable, que ce discours-là était faux, et il y a des raisons économiques qui font qu'un certain nombre de personnes, des intérêts, défendent ce type de discours. Maintenant, on est dans un débat sur est-ce que la Suisse peut se passer de ses centrales nucléaires. Et puis, il y a des gens qui discutent, qui tergiversent, qui disent... La bonne question à poser, c'est est-ce que le Japon peut se passer des 6 réacteurs de Fukushima? La réponse est oui. Le Japon va pouvoir, malheureusement pour eux, se passer des 6 réacteurs de Fukushima. Et il fera 100. Sauf qu'il fera 100 dans des conditions dramatiques et terribles, et difficiles, et catastrophiques, et de pollution et de souffrance des populations. Nous avons encore le choix. Nous avons le choix de prendre cette décision. Donc vous dites qu'il faut fermer tout de suite de la nous centrale. passer de ces réacteurs, en tout cas les 2 plus anciens, avant que ce type d'incident se Pierre produise. Vanek, les socialistes disent 2025, les Verts 2024. Vous, qu'est-ce que vous dites du côté de Solidarité? 2023. Je dis en tout cas, c'est un débat qui doit avoir lieu au sein du mouvement du nucléaire, mais je dis... non, mais est-ce que Muhleberg, on peut fermer Muhleberg demain? On peut la fermer demain, bien sûr. On est tous d'accord, c'est une évidence. La production de Muhleberg est très très modeste. Toutes sortes de mesures élémentaires que Christian Wanzinger pourra vous expliquer, s'il le désire, peuvent permettre de se passer de ce Monsieur Salvadori, fermez les centrales. Ce week-end, dans la presse dominicale, votre patron disait si on ferme les centrales nucléaires en Suisse, il va y avoir une augmentation du prix de l'électricité, 4 fois plus, disait-il. J'entends là. En Suisse, on produit 26 milliards de kilowattheures avec le nucléaire. Si du jour au lendemain, on doit importer, parce qu'on ne va pas pouvoir construire une centrale à gaz, ou en l'occurrence, pour remplacer ces 26 milliards de kilowattheures, 8 ou 9 centrales à gaz, avec évidemment les conséquences que l'on sait en termes d'émissions de CO2. C'est 8 ou 9 millions de tonnes de CO2 supplémentaires qui seraient émises en Suisse. On va devoir l'importer, cette électricité. Et on sera complètement dépendant des prix du marché. Les prix du marché, juste à la suite de l'accident de Fukushima, ont grimpé. Ils ont passé à peu près de 50-55 euros le mégawattheure à plus de 70 euros le mégawattheure. Alors aujourd'hui, ça s'est renormalisé. On est aux alentours des 60-65 euros le mégawattheure, mais on sera totalement dépendant des prix pratiqués sur les marchés. Augmentation des prix de l'électricité si on ferme les centrales, Isabelle Chevalet. Non, mais quand on entend 4 fois plus, je m'excuse, mais là, vraiment, ça me met hors de moi. Parce que quand on paye 20 centimes son kilowattheure à la maison, la moitié du prix, c'est pour le transport. Le transport, que ce soit du solaire, de l'éolien ou du nucléaire, ça ne changera pas son prix. Donc, c'est 10 centimes le prix de l'électricité. Aujourd'hui, on arrive à faire des centrales solaires
Les derniers prix que j'ai eus ce matin, on arrive à 30 centimes le kilowattheure, les centrales solaires optimum. Et c'est la plus chère. Donc déjà, là, on n'est pas sur un facteur 4, on est sur un facteur global de 2 avec l'électricité la plus chère. De toute façon, le prix de l'électricité nucléaire va augmenter. Vous l'avez dit, la sécurité, il ne faut absolument pas négocier là-dessus. Ça va faire automatiquement augmenter les prix du nucléaire. Et l'année passée, eh bien, aux États-Unis, il y avait un croisement historique entre le prix du nucléaire et le prix du solaire qui sont croisés en 2010, avant même Fukushima. Et vous parlez d'importation, un petit dernier point sur l'importation de l'électricité. Mais d'où vient notre uranium? Il ne se cache pas dans les mines de sel de baie. On importe de l'uranium. Et puis maintenant, il faut dire les choses. Et puis, Monsieur Bourg, il faut vraiment arrêter ce mythe du CO2 et du nucléaire. On enrichit l'uranium avec des centrales à charbon. Donc il faut être honnête. Bon, c'est au Niger. Non, Monsieur Bourg, on extrait. En France, je peux vous connaître un petit peu la situation. Non, je termine. Non, Monsieur Bourg, je suis chimiste, permettez. Vous êtes payé par EDF. Je suis chimiste. Je suis désolé. Monsieur Bourg. Isabelle Cheval, on va laisser Non, mais je termine juste sur le sujet parce que je suis chimiste quand même. Il y a moins de choses. Là, je peux être claire. On extrait les roches d'uranium au Niger. On doit les broyer avec des grosses concasseuses avec de l'électricité. Au Niger, c'est la centrale à charbon de Sonichar. 80% de sa production électrique va pour les mines de Arlit. Et puis ensuite, on ne va pas faire tout mais juste l'historique de l'uranium. Non, mais je m'excuse parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de laisser des mythes s'échapper comme ça. Ensuite, on fait des traitements chimiques et c'est l'uranate, le yellow cake, qui monte à Tricastin en France pour être encore enrichi par une centrale nucléaire. Donc c'est une centrale à charbon et après une centrale nucléaire. Donc arrêtez de dire que c'est pas vrai. C'est clair que c'est pas zéro CO2. C'est évident et ça peut changer. Par exemple, effectivement, cette fameuse centrale en France maintenant dépense, si vous voulez, je crois que c'était réduit de, je ne sais plus, mais enfin un pourcentage très important pour l'enrichissement. Mais je ne pense pas que ce soit là le vrai sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi une part de CO2 nucléaire, mais il est bien évident qu'elle est beaucoup moins importante qu'avec une centrale thermique charbon, une centrale thermique à gaz. Même le charbon, dans quelques temps, on pourra imaginer un stockage du CO2 à l'amont, on pourra le diminuer. Le problème, si vous voulez, je ne pense pas que c'est celui-là, et je ne pense pas que les attaques ad hominem soient la chose la plus intelligente qu'on ait à faire. Moi, ce qui me semble important de voir dans cette situation, c'est que c'est une situation qui est difficile, qui va se poser de manière très différente d'un pays à un autre. Vous imaginez bien, par exemple, que pour la France, avec 80% de l'électricité, vous ne sortez pas du nucléaire comme on pourrait le faire ici avec 40%, ou comme on peut le faire en Allemagne, etc. Ou en Suède. Cela dit, les Suédois avaient décidé en 8 ans de sortir, ils ne sont toujours pas sortis. Je dis qu'encore une fois, on pose le problème de manière plus globale. Et si on regarde les économies d'énergie, il faut faire très attention. Si on prend les économies d'énergie qu'on peut faire sur un certain type d'utilisation dans les foyers, imaginez quelqu'un, par exemple, qui troque une vieille chaudière à mazout contre une pompe à chaleur, et que la même personne en profite pour se balader avec EasyJet. Franchement, elle aurait mieux fait de garder sa vieille centrale à mazout. Donc, il faut regarder les choses dans un contexte général. Voir qu'on a un problème énergétique sur 2 plans. On a un problème de termes quantitatifs. L'énergie, c'est ce qui nous permet de transformer tout, notamment la matière. On a des problèmes de matière par ailleurs. On a un problème de climat. On est, si vous voulez, sur... le point de vue global du Voilà, mais on est sur philosophe. un En tout cas, qu'on peut on pas a dit pousser sur ce plateau qu'on peut faire des économies. On a aussi parlé des énergies renouvelables. Alors, je vous propose de découvrir un reportage. C'est vrai que c'est facile de dire vive le nucléaire, vive les éoliennes, mais quand on a une éolienne juste à côté de la maison, ça ne se passe pas toujours très bien. Regardez ce reportage, il est signé de notre journaliste Olivier Courte. Une dame dans son jardin, comme on en voit souvent dans les Franches-Montagnes. Mais pour cette habitante de Saint-Bray, le quotidien a changé depuis 1 an et demi. Elle cohabite avec 2 éoliennes, construites à 500 mètres de chez elle. Le paysage est modifié et le bruit presque constant. Ce n'est pas sans conséquence. On se réveille fatigué le matin, on est toujours fatigué. Et si elles ont tourné particulièrement toute la nuit, on se réveille le matin avec les oreilles douloureuses. Il y a une pression au niveau des oreilles, on a des maux de tête et une émotion, une émotivité qui est latente dès qu'on est exposé plus de 24 heures à ce bruit. Le boom éolien a commencé ici, au Mont-Creusin, en 1996. C'est désormais la plus grande centrale du pays, avec 16 turbines. Ça donne des idées au canton voisin de Neuchâtel. 5 sites y sont prévus pour 60 machines, comme le montre partiellement ce photomontage. Un plan combattu par les défenseurs du paysage, pour qui les éoliennes ont trop d'emprise, pour une efficacité trop faible. Et même après Fukushima, pour eux, il y a d'autres alternatives. Sortir du nucléaire, c'est juste. C'est un défi de société ces prochaines années. Aujourd'hui, l'éolien en Suisse n'est possible
que grâce aux subventions de la Confédération. Et est-ce que vraiment il faut subventionner une technologie aboutie comme l'éolien, ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt favoriser le subventionnement de technologies non encore abouties, telles le solaire, le photovoltaïque ou la géothermie? Le photovoltaïque, justement. Voici la centrale solaire de Mont-Soleil, inaugurée en 1992. C'en est une du même type qui était prévue ici, à Coffrane. 16 000 m² de panneaux qui auraient permis à cette commune de 700 âmes d'acquérir son autonomie énergétique. Un souci présent bien avant l'accident de Fukushima. Il y avait une volonté de produire une énergie verte quasi équivalente à la consommation énergétique de la commune de Coffrane, toute énergie confondue, pour aller dans le sens écologique et faire quelque chose pour notre planète. Cela ne s'est pas fait. La Fondation suisse pour la protection du paysage s'est opposée au projet. Elle n'était pas contre le solaire, mais contre son implantation en zone agricole. On a d'autres solutions. On peut utiliser les bordures d'autoroute, on peut utiliser les toits. Et maintenant, je constate par exemple qu'à Coffrane, il y a un nouveau projet qui est en train de naître. Et c'est justement un projet qui va dans le bon sens. On va utiliser les toits. Opposition aux éoliennes, aux centrales solaires ou encore à l'hydraulique. Mais sans nouvelles ressources, notre pays se dirige vers une pénurie électrique à l'horizon 2020. Pour le conseiller national Laurent Favre, par ailleurs président de Suisséol, il n'y a pas 36 solutions. Dès lors, effectivement, qu'on doit prendre des mesures, c'était déjà prévu avant les événements de Fukushima. Il s'agit en particulier d'investir de manière transitoire dans des centrales à gaz. Le grand problème des centrales à gaz, c'est effectivement qu'elles émettent du CO2 qu'il s'agit de surcompenser ou de compenser pour que finalement le bilan CO2 soit convenable. Les éoliennes tournent, c'est donc que le vent souffle. Mais pour les énergies alternatives, ce n'est pas encore celui de l'optimisme. Alors Christian Manziger, du côté des Verts, on parle toujours du solaire, de l'éolien. Et puis on voit que quand il s'agit de construire des éoliennes, il y a beaucoup de recours, il y a beaucoup d'opposition. Ça vient aussi de vos milieux, hein, ces recours et ces oppositions. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction fondamentale? Cette dame, je l'ai vue plusieurs fois à la télévision. On montre toujours les mêmes opposants parce qu'il y a eu peut-être un mauvais projet trop près d'un village. Je crois que ce n'est pas la seule. Hein. Non, je pense que ce n'est pas la seule. Ce que je veux dire, c'est trop près d'un village. Vous savez, en Suisse, il y a 200 000 grands poteaux électriques. Vous n'allez pas me dire qu'on n'arrive pas à placer 1000 ou 2000 grandes éoliennes sans déranger les personnes et sans défigurer nos paysages. Regardez, près de Lausanne, la ville de Lausanne veut faire dans les bois du Jura, implanter 8 grandes éoliennes. Ça couvrira la consommation du quart de la ville de Lausanne. Rien que ça. Donc, il y a des projets qui se font, il y a des projets qui vont se développer. Le solaire, c'est vrai qu'aller mettre du solaire au milieu des prés, c'est les BKV qui l'ont fait pour montrer que... Les forces motrices bernoises, oui, hein, les BKV. Excusez-moi, les forces motrices bernoises qui l'ont fait pour montrer que le solaire, ça mange du terrain. Mais il y a assez de toits qu'on peut utiliser pour produire beaucoup d'électricité solaire. Et c'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas les mettre au milieu des champs. Donc, bien sûr, il faut choisir les projets, mais le potentiel du solaire, de l'éolien, de la géothermie, la biomasse du bois est considérable. Alors aujourd'hui, vous parlez donc d'énergie qu'on peut vraiment développer, mais je vous propose quand même de découvrir ce graphique où on voit qu'au niveau de la production d'électricité en Suisse, le renouvelable, autre renouvelable, ce qu'on appelle autre renouvelable, c'est le solaire, l'éolien et la biomasse. La biomasse, décidément, c'est que 2%, oui. C'est vraiment... pas grand-chose. Monsieur Salvadori, j'ai envie de vous poser la question à vous qui produisez du nucléaire, de l'hydraulique, mais très peu d'autres renouvelables. Pourquoi ? De nouveau, on a beaucoup de projets. On a un objectif chez Alpiq qui est d'atteindre le tiers de l'objectif qui s'est fixé par la loi d'ici 2030. Et malheureusement, on a affaire à effectivement beaucoup d'opposition. Mais maintenant, de nouveau, je crois qu'il faut vraiment analyser ces modes de production en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques. J'entends, on ne peut pas vouloir, par exemple, développer l'éolien, effectivement, comme vous dites, installer 800 000 éoliennes en imaginant que ça ne va pas porter atteinte au paysage. C'est inévitable. On ne peut pas développer de la mini-hydraulique
et puis en même temps vouloir à tout prix protéger le moindre cours d'eau qu'il y a en Suisse. J'entends, il faut tenir compte de ces facteurs-là. Il y a aussi d'autres modes de production dont on parle très peu en Suisse et qui seraient aussi tout à fait valables. C'est le couplage chaleur-force, par exemple, qui peut s'installer dans des villes. Ça veut dire quoi, ce sont des installations, ce sont en fait des moteurs qui tournent au biogaz ou au gaz en général et qui produisent à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc c'est quelque chose qu'on peut installer dans les zones urbaines, qu'on peut installer à proximité d'hôpitaux par exemple ou de grands hôtels. Mais de nouveau, ça émet forcément du CO2. Ça utilise une énergie fossile pour fonctionner. Et puis là, de nouveau, si on doit payer la taxe CO2 et a fortiori celle qui est prévue dans le futur par la loi qui est en train d'être discutée maintenant, ce sont des installations qui ne seront pas rentables, en tout cas pas rentables au prix du kilowattheure actuel. Une brève réponse, M. Van Zinger. Oui, ce qui m'étonne de la part de M. Salvadori, c'est qu'il devrait au moins écouter ce que dit EOS, qui est une composante des Alpic, qui dit « Nous voulons maintenant construire une centrale à gaz en compensant entièrement les émissions de CO2 ». Et il nous montre, oui c'est obligatoire, mais il nous montre que c'est possible et que c'est économiquement rentable. Sans ça, il ne présenterait pas ce projet. Donc vous êtes pour les centrales à gaz? Non, mais simplement, je rappelle à M. Salvadori, qui a plusieurs casquettes, que le problème, ce n'est pas le gaz, le problème, c'est le CO2. Si un couplage chaleur-force, donc une cogénération en ville, remplace un vieux chauffage au mazout et qu'on produit en même temps de la chaleur pour l'immeuble et de l'électricité, c'est une bonne chose parce qu'on peut même réduire les émissions de CO2 si on remplace une vieille... Et voilà, et nous sommes favorables. Nous sommes favorables, nous avons même déposé une motion de commission qui a été appuyée et de nouveau, il y avait plutôt certains membres du lobby nucléaire qui s'y sont opposés. Non, pas vous, mais oui, non, c'est pas vous, mais c'était des libéraux radicaux, c'était des UDC qui sont opposés parce qu'ils disaient « Ouh là là, ça va produire de l'électricité ». Par rapport aux recours nombreux, Martine Braunschweig-Graf, il y avait ce projet de limiter le droit de recours des associations écologistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas le remettre sur la table? Certainement pas. En tout cas, en ce qui concerne le parti auquel j'appartiens, déposer une initiative, les citoyens ont tranché. Je pense que c'est pas la bonne solution. Parce que, en fait, je vais vous dire, je serais contre pour une deuxième raison d'ailleurs. C'est que je pense que la discussion qu'on a, une fois qu'on a fini de se jeter à travers la table les banalités habituelles sur ce genre de débat, montre une chose. C'est qu'on doit, dans ce débat, et quand on dit qu'il faut étudier tous les scénarios, c'est présenter finalement aux citoyens un certain nombre d'éléments qui vont ensemble, qui sont parfois contradictoires et qui sont finalement des choix. L'histoire des recours, elle montre quoi? Elle montre simplement que dans d'autres domaines, on veut exercer nos droits et que ces droits, à un moment donné, ou ces intérêts, entrent en contradiction avec d'autres besoins et d'autres intérêts. C'est ça la vie en société. Et finalement, le débat qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir comment on va arbitrer dans le futur tout ça, entre la protection, la lutte contre les risques, le confort, la nécessité d'offrir des emplois aussi, la nécessité de permettre à une population de vivre avec un niveau de vie tel qu'on l'a jusqu'ici peut-être espéré, et d'autres diront il faut de la décroissance, etc. Il y a un débat qui met en chose des lieux où on ne peut pas être juste blanc et noir, et ça c'est une chose qui au moins, dans la circonstance qui nous occupe ici, devrait permettre au moins de mettre sur la table les éléments et ensuite de faire des choix. Mais tant qu'on n'a pas mis les éléments sur la table, on ne fait pas des choix. Vous avez raison, mais ce qui bloque les renouvelables, ce ne sont pas ces oppositions. Ce qui bloque surtout le développement de ces nouvelles renouvelables, c'est le chapeau qu'on a mis. On a limité... 9 ans de procédure pour construire 8 éoliennes. Madame, c'est pour 8 éoliennes. Mais il y a 8000 projets qui sont bloqués, et ils ne sont pas bloqués à cause d'opposition. Ils sont bloqués parce qu'on a limité les sommes consacrées au rachat au prix coûtant différemment. Et ce n'est pas comme en Allemagne. Justement, on a bloqué ça. Vous dites qu'il n'y a pas assez de subventions, c'est ça ce que vous dites? Ce n'est pas des subventions. Madame, ça aussi, il faut utiliser les mots corrects. Ouais. Ce ne sont pas des subventions. Vous savez, dans le temps... C'est bloqué à cause de quoi, alors? C'est bloqué à cause de quoi? Alors, je vais vous dire ce que c'est, cher monsieur. Alors, merci. Lorsqu'on développe une nouvelle technologie, on est prêt à payer un peu plus au début. On l'a fait pour le nucléaire, on l'a fait pour l'hydraulique, on l'a fait pour le nucléaire. Maintenant, il faut le faire pour le nouvel renouvelable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur tout kilowattheure vendu, on prélève une certaine quantité. C'était 0,45 centimes sur 0,6, ça va être 0,9. C'est rien comparé aux bénéfices que font les électriciens, qui dépassent les 2-3 centimes chaque année par kilowattheure vendu. Donc, s'il vous plaît,
Alors c'est ça qui bloque. C'est la limite qu'on met aux sommes consacrées pour développer ces nouvelles énergies renouvelables. Deuxième chose, par l'emploi. Non, mais aussi un autre argument. Non, on va laisser répondre là-dessus, monsieur Dupont. C'est pas des subventions, alors. Excusez-moi, je dois quand même préciser que vous parlez d'aide au développement, mais les 500 millions par an que rapporte la rétribution au prix constant, au prix coûtant, financent des constructions, financent pas du développement. Ces installations sont parfaitement développées. Et j'aimerais quand même dire que jusqu'à présent... Donc ces 500 millions, ils servent à quoi exactement, pour bien comprendre? À construire des installations qui sont standards aujourd'hui, mais qui coûtent très cher et qui sont par là subventionnées. Des installations solaires, éoliennes. Signaler que les forces motrices bernoises sont l'entreprise électrique qui, en Suisse, a réalisé jusqu'à aujourd'hui, le plus grand parc solaire et le plus grand parc éolien. Et ils l'ont fait sans subvention. Et eux, c'était une volonté vis-à-vis de leurs concitoyens, consommateurs et propriétaires des forces motrices bernoises d'essayer à fond, c'était cette politique de combiner tout et de voir qu'est-ce que ça donne en grandeur nature. Et ils ont conclu, ça résout une partie du problème, mais une petite partie, et nous demandons la construction d'une centrale qui remplace Mühlberg et qui soit peut-être encore plus sûre que Mühlberg. J'aimerais juste entendre là-dessus, monsieur Bollet de l'économie, quand on dit pour inciter, pour faire plus de solaire et d'éolien, il faut plus de subventions, vous dites quoi, vous, du côté de l'économie? Nous, on estime que les subventions, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. L'aide publique, elle doit aller à la recherche. Elle ne doit pas aller à subventionner des secteurs économiques à perpétuité. Et ce qui s'est vu dans beaucoup de pays d'Europe... Mais quand on vous dit c'est trop cher, moi j'ai des gens autour de moi qui construisent une maison qui m'ont dit, nous on a renoncé aux panneaux solaires, c'était trop cher. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là, monsieur? Par rapport à quoi? Mais c'est cher par rapport à quoi? Par rapport à l'électricité normale, tout simplement. Et au mazout. Moi, je réponds que c'est pas cher. Celui qui veut changer, soit c'est intéressant financièrement, et il le fait. Monsieur Wansinger parlait du chauffage électrique. Moi-même, je suis chauffeur à l'électricité. Je me suis renseigné de savoir ce que ça coûtait pour changer. Eh bien, simplement, je n'ai pas forcément les moyens de faire cet investissement. Voilà. Mais ça, c'est normal. Je ne vois pas pourquoi c'est à l'ensemble de la collectivité de m'aider à me chauffer. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de normalité avec ce rachat, ce système Parce de que si on va dans rachat cette direction-là, ça veut dire qu'on subventionne des emplois qui peuvent pas perdurer. C'est illogique. C'est une manière de travailler qui n'est pas dans notre culture suisse. Vas-y, toi. Mais juste par rapport, par rapport à ces subventions. C'est extraordinaire de voir le nucléaire qui est quelque chose de rentable, si on vous écoute, et on regarde les fonds publics investis dans la recherche énergétique. En 2007, on met 52 millions de fonds publics pour la recherche sur le nucléaire et 39 millions pour les énergies renouvelables en 2007. Et ce qui est intéressant de comparer, M. Bollet, c'est qu'est-ce que fait l'économie dans cette situation-là? Parce que pendant que le public met de l'argent, l'économie aussi. Eh bien, M. Bollet, l'économie met 3 fois plus d'argent dans les renouvelables que l'argent public. Par contre, il met 2 fois moins dans le nucléaire. Donc quand on est pour défendre l'économie, on regarde où est-ce qu'investit l'économie. Et l'économie n'investit pas dans le nucléaire, elle investit dans les énergies renouvelables. Et si le nucléaire est rentable, alors pourquoi faut-il y donner, Monsieur Bollet, si le nucléaire est rentable, pourquoi est-ce qu'il a besoin de fonds publics pour la recherche? On prend Novartis ou Nestlé, c'est des entreprises rentables qui financent leur recherche. Elles ne viennent pas chercher des fonds publics pour ça. Donc le nucléaire, c'est rentable. C'est le chiffre de Monsieur Dupont, c'est le chiffre du Conseil fédéral. Dans le nucléaire, c'est l'addition du nucléaire de fission c'est le nucléaire. qui produit et du nucléaire de fusion. Et ça, c'est une recherche fondamentale sur le futur. C'est de l'énergie pour 1 million, voire 1 milliard d'années. À l'instant, j'ai entendu, il n'y a pas de gentil business et de mauvais business, il n'y a que du business, le business qui fait du pognon. Non, je pense qu'il faut avoir, par rapport à la question du business, d'avoir un tout petit peu d'une attitude un tout petit peu éthique, un tout petit peu de discrimination sur les conséquences à long terme qu'ont tels investissements ou tels autres investissements, et on ne peut pas dire business is business. Et puis, on ne choisit pas. Maintenant, pour revenir au débat précédent, sur les subventions et le nucléaire, permettez-moi de finir. Le nucléaire est massivement subventionné, par exemple, par le plafonnement des assurances, responsabilité civile en cas d'accident. Vous savez très bien, si on était dans un régime réellement libéral, Madame Brunschwig-Graf, eh bien, les centrales, sur ce point-là, oui. Les centrales, pas surtout. En effet, parce qu'il faut faire des choix. Les centrales
centrales sont Tout le monde change d'avis ce soir. massivement subventionnées par le fait qu'elles n'ont pas à s'assurer pour les conséquences en cas de catastrophe ou à s'assurer de manière très très modeste parce que c'est plafonné, alors qu'elles ne pourraient pas fonctionner et s'assurer si on déplafonnait juste, si on prenait juste cette mesure libérale, les centrales nucléaires fermeraient demain. D'accord, une réponse brièvement, Monsieur Dupont. Dans la prolongation, une preuve que vous amenez souvent dans vos milieux, c'est que jamais l'économie privée investirait dans le nucléaire. Or, le premier réacteur qui est maintenant de nous en construction en Europe, il l'est en Finlande, et par une société électrique dont les propriétaires sont des entreprises grosses consommatrices d'énergie. Elles ont fait leurs calculs en toute lucidité, elles ne sont pas subventionnées. C'est des entreprises notamment qui fabriquent du carton, gros consommateurs d'énergie, et qui ont décidé... Des centrales nucléaires nouvelle génération, c'est ça? L'EPR qui se construit en Finlande, elles ont décidé en toute connaissance de cause et après analyse... Écoutez bien le mot analyse, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque un petit peu. Après analyse, que le meilleur investissement, c'était dans le nucléaire. Et c'est une compagnie absolument privée. Écoutez, oui, mais alors on ne peut pas laisser passer de telles énormités. Sur ce que vient de dire M. Dupont, parce que le prix a doublé et c'est l'État français qui le paye. Aux États-Unis, c'est l'État français qui paye le doublement du prix de cette centrale finlandaise. Aux États-Unis, pour relancer le nucléaire, le gouvernement a décidé de consacrer 39 milliards de dollars pour pouvoir relancer parce qu'il n'y avait pas de capitaux privés qui voulaient s'investir. Mais là, un point très important aussi, une autre énormité qui a été dite, c'est sur l'emploi. On dit le nucléaire ne crée pas des emplois comparé au renouvelable. Le renouvelable crée 10 à 15 fois plus d'emplois en investissant les mêmes capitaux. Donc il faut bien voir, le nucléaire doit être subventionné, c'est une énergie dangereuse, c'est une énergie qu'on peut aisément remplacer par des économies d'énergie, par des nouvelles technologies et par les renouvelables. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous tous, en tout cas, d'y avoir participé. Merci à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité à Infrarouge. Très douce nuit à vous tous et à très bientôt.